Au Gabon, le dialogue national voulu par le président Ali Bongo Ondimba entre dans sa phase politique. 188 représentants politiques participeront du 18 avril au 10 mai prochain à ce dialogue. En Centrafrique, les casques bleus de la mission de l'ONU, la MINUSCA, ont été une nouvelle fois visés par des attaques en début de week-end. C'était dans le sud-est du pays, dans la localité de Zemio. Et puis au Soudan du Sud, une recrudescence des combats a contraint 60 humanitaires à évacuer plusieurs zones de l'est du pays. Une illustration des difficultés à venir en aide aux millions de victimes. Au Gabon, après 15 jours de table ronde ouverte à la société civile, le dialogue voulu par le président Ali Bongo Ondimba pour ressouder un pays divisé par sa réélection contestée entre dans sa phase politique. Dans un pays en proie à des difficultés économiques se manifestant par de nombreuses grèves et des retards dans le paiement de salaires, un budget d'environ 13 milliards de francs CFA, soit près de 19,8 millions d'euros, a été débloqué pour l'organisation du dialogue selon les estimations du journal en ligne Gabon Review. Cette somme sert notamment à financer le per diem, l'indemnité versée aux participants qui s'élève à 500 000 francs CFA, soit 760 euros par personne. Ce per diem a lui-même été source de débats houleux. Plus de 80 associations n'y seraient pas entrées en possession. Malgré ces couacs, la société civile a pu présenter son rapport. Le dit rapport plaide entre autres pour une limitation du nombre des mandats présidentiels à un quinquennat renouvelable une fois et point vote au suffrage universel à 2 tours. Actuellement, le président est élu pour 7 ans lors d'un scrutin à 1 tour. Au dit du gouvernement, les conclusions du dialogue devront être transformées au plus vite en texte de loi. Mais avant, du 18 avril au 10 mai, 188 représentants politiques auront à prendre part à ce dialogue national inclusif et sans tabou. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, qui se proclame toujours président élu, a tenu samedi à Libreville un premier rassemblement d'ampleur depuis décembre dernier. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui a évoqué ses récents voyages à l'étranger et dans les provinces du Gabon, a réaffirmé son engagement à se battre jusqu'au bout pour revendiquer une victoire qu'il estime qu'on lui a volée lors de la dernière élection présidentielle. Il est vain qu'Ali s'accroche à son coup d'état militaro-électoral. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Je réaffirme que jamais, et pour rien au monde, je renoncerai au pacte qu'ensemble nous avons conclu le 27 août 2016. Jamais. Jean Ping a été crédité par la Cour constitutionnelle de 47,24% des voix contre 50,66% pour Ali Bongo après les élections du 27 août 2016. Ses partisans rejettent toujours ces résultats et dénoncent une certaine partialité de la Cour. Nous avons tous été humiliés par la proclamation des résultats. Nous avons senti en nous une blessure profonde parce que personne ne s'est reconnu dans ce qui a été décidé par la Cour constitutionnelle et les institutions aux ordres. Et c'est pour ça que nous continuons à demander un état de droit, une réelle démocratie. Et ceux qui se sont retrouvés ici, ce sont ceux qui réclament la vérité des urnes. Et moi, je fais partie de cela. Nous voulons la liberté. Nous avons élu un président qui s'appelle Jean Ping. Nous voulons que Jean Ping accède maintenant dans son pouvoir, dans cette trône. Mais aujourd'hui, Ali Bongo, soi-disant, qui se dit élu par le peuple gabonais, mais qui attrape ce peuple, qui bastonne ce peuple, qui tue ce peuple, qui se dit gabonais, mais il ne veut pas que le Gabonais se manifeste. Ce rassemblement s'est tenu alors que le pouvoir organisait un dialogue politique pour apaiser les tensions post-électorales et ouvrir le débat sur les réformes constitutionnelles. Un dialogue boycotté par Jean Ping, mais auquel participent plusieurs anciens membres de la coalition pour la Nouvelle République CNR, qu'il a soutenu durant la présidentielle.
En Centrafrique, les casques bleus de la mission de l'ONU, la MINUSCA, ont été une nouvelle fois visés par des attaques. En effet, la troupe onusienne a repoussé en début de week-end une attaque dans le sud-est du pays, dans la localité de Zemio. Le bilan de cette attaque fait état de 2 morts dans le rang des assaillants, 2 autres ont été arrêtés et un civil a été blessé. Selon le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, les casques bleus avaient riposté à l'attaque d'une vingtaine d'hommes armés avec des fusils de type Kalachnikov qui ont tiré sur une base installée dans cette localité du sud-est du pays dans le cadre d'une opération de protection des populations civiles dans des zones sensibles. Notons que des enquêtes se poursuivent sur le terrain pour identifier ces hommes armés. Il faut dire que la localité de Zemio est une zone assez sensible, fréquentée par plusieurs groupes armés, notamment les S-Seleka, la LRA et d'autres groupes criminels, proches de la frontière avec la République démocratique du Congo, qui profitent de la situation de crise. La tension toujours vive à l'est du Soudan du Sud, surtout ces dernières 72 heures, a contraint 60 humanitaires à évacuer plusieurs zones de cette partie du pays. Cette aggravation de la violence dans l'état de Jonglei n'est pas isolée. Ces 2 dernières semaines, plusieurs milliers de personnes ont dû fuir Pajok et Waou, 2 localités où des massacres de civils ont été signalés. À Waou, 13 500 personnes ont désormais trouvé refuge à la base locale de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Selon la MINUS, des combats ont également éclaté dans la localité de Raga, au nord-ouest, à environ 300 km de Waou, ainsi que dans l'est septentrional du Haut-Nil. Lundi dernier, 3 employés sud-soudanais d'un sous-traitant du programme alimentaire mondial avaient été tués à la machette et par balle. Le même jour, au nord-ouest, 6 travailleurs humanitaires avaient été tués dans une embuscade. Le Soudan du Sud, plus jeune nation au monde qui a proclamé son indépendance du Soudan en juillet 2011, a plongé en décembre 2013 dans la guerre civile sur fond de lutte de pouvoir teintée de rivalité ethnique entre le président Kiir et son vice-président Riek Machar. Les combats, marqués par de nombreuses atrocités contre les civils de la part des 2 camps, ont chassé plus de 3,6 millions de Sud-Soudanais de chez eux, dont 1,7 million sont réfugiés dans les pays voisins. Cette session plénière de l'Assemblée nationale du Niger de ce samedi 15 avril 2017 devait aboutir à la levée de l'immunité parlementaire d'un député impliqué dans un gros trafic de cocaïne et de la mise en accusation de 2 anciens ministres de la République accusés de détournement de deniers publics et d'organisation de fraude dans un concours de recrutement à la fonction publique. Mais après l'annonce de l'ordre du jour par le président de l'Assemblée nationale, l'opposition soulève une motion de procédure. Ne disposant pas de représentants au sein de la Haute Cour de justice qui va juger les dossiers, l'opposition estime qu'elle ne peut pas participer à une parodie de justice. Ce faisant, elle a décidé de boycotter les travaux. Avec les 2 députés, les membres de la Cour de comptes et du Conseil d'État fera un minimum de 6 membres sur 7 qui seront désignés par la majorité au niveau de la Haute Cour de justice. Nous ne pouvons pas entériner cette mascarade-là, surtout en ce sens qu'elle remet en cause la liberté de la justice, qu'elle remet en cause le droit de l'opposition, ne serait-ce qu'à disposer d'un droit de regard au niveau de la Haute Cour de justice. Pour la majorité parlementaire, les raisons de ce boycott sont à chercher ailleurs. L'opposition sait qu'il est impossible de modifier la Constitution et les juges de la Haute Cour de justice sont inamovibles. Une fois élus, les députés membres de la Haute Cour de justice siègent jusqu'à la fin de la mandature. Donc vous comprendrez que là, ni le président de l'Assemblée nationale, ni les présidents de groupe que nous sommes n'avons les moyens pour changer cette composition-là. Donc c'est vraiment un problème de fond, c'est un problème de droit qui est là et auquel nous ne pouvons pas avoir de solution tout de suite. C'est la solution, même si elle devrait être trouvée, elle ne peut être que politique. En l'absence de consensus, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Cependant, pour bon nombre d'observateurs,
qui suivaient la séance en direct sur la voie de l'hémicycle, il s'agit là d'un complot de deux bords politiques contre le peuple pour ne pas juger l'affaire. Ça sent l'odeur de l'argent de la drogue, dira un autre observateur sous couvert de l'anonymat. 3 ans après l'enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram, leurs mères sont toujours en pleurs. Et pour ne pas les oublier, plusieurs rassemblements réunissant 1 millier de personnes, dont des diplomates, se sont déroulés ce vendredi. À Abuja, la capitale fédérale, des mères des jeunes filles ont ouvert cette journée de recueillement pour demander aux autorités d'agir pour la libération des 195 jeunes filles toujours aux mains du groupe djihadiste. Face aux critiques d'inaction, le président Muhammadu Buhari a assuré ce jeudi que le gouvernement était déterminé à assurer leur libération et de ceux enrôlés de force. Pour rappel, en octobre dernier, après des négociations entre Boko Haram et le gouvernement, avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge et de la Suisse, 21 jeunes filles ont été libérées, pour certaines avec des enfants nés en captivité. Le président Hollande a fait ce que aucun de ses prédécesseurs n'avait imaginé. Oui, et lui, il l'a fait. Ça vraiment, ça répare beaucoup de choses. C'est l'aboutissement d'un long combat. 6 décennies après en avoir été privés par l'indépendance des colonies françaises de la France, 28 anciens tirailleurs sénégalais ont été solennellement réintégrés samedi dans la nationalité française. Et c'est le chef d'État français François Hollande qui a personnellement présidé la cérémonie. Parce que vous avez servi la France, parce que vous avez aimé la France et parce que vous avez décidé de vivre en France. Alors je vous l'affirme ici, la France est fière de vous accueillir comme vous avez été fiers, vous, de porter son drapeau, celui de la liberté. Évoquant les anciens combattants qui n'ont pas pu déposer leurs demandes dans les délais, le président français a également assuré que tous les anciens tirailleurs qui résident sur le territoire français et qui en feront la demande bénéficieront de la même réponse positive. Les 28 tirailleurs sénégalais avaient combattu dans les rangs de l'armée française, en Indochine ou en Algérie. En tout, plus de 200 000 tirailleurs sénégalais ont servi sous la bannière tricolore lors de la Première Guerre mondiale, 150 000 pour la Seconde et 60 000 en Indochine. Bras dessus, bras dessous, avec son ami Rachid Mokrane, Francis Lalanne se met en route. S'il part tracté dans les rues de Paris, ce n'est pas pour soutenir un candidat à l'élection, mais 6 prétendants à la présidence. Vous m'incitez à voter pour qui ? Celui que vous voulez, dans les petits. Ok, voilà. Très bien. Ça fait plaisir votre réaction. Je vous embrasse. On s'attendait à se faire jeter. Pas du tout, au contraire. Le chanteur star des années 80 compte bien peser dans la campagne, sous l'étiquette 100%, un groupement de 28 mouvements citoyens. Et pour ça, il peut compter sur un atout de taille, sa notoriété. Vous êtes un chanteur que j'aime bien. Oh, c'est gentil, madame. Merci, vous me touchez. Mais c'est vrai. Ça me fait du bien que vous me rappeliez que je suis chanteur. Parce qu'en ce moment, je mène un combat citoyen. Il a fait pousser ses cheveux, hein. Ouais. Alors, expliquez-moi pourquoi vous voulez voter pour lui. Expliquez-moi. Parce que je trouve que c'est son programme qui est le mieux. Francis Lalanne ne fera pas changer d'avis l'électrice de François Fillon. Mais celle-ci semble conquise par le personnage. Je trouve que c'est très bien parce qu'il représente un peu tout le monde. Au lieu qu'on voit des hommes politiques qui viennent sonner et vendre, et ben ça change, c'est bien. Puis il a des idées, il est convaincu. C'est bien qu'il nous ouvre un peu la voie. Mais Francis Lalanne y croit fort. Tout est en train de changer. Il y a même des gens qui nous disent merci quand on leur donne un tract. Ça, franchement, j'en ai distribué des tracts dans ma vie, mais donc je pense qu'il se passe quelque chose. Je sens que le peuple français est à deux doigts de taper du poing sur la table et de dire ça suffit toutes vos conneries maintenant. Gardez-vous vos champions, là, vos sondages. Et nous, on va voter pour des petites gens comme nous. Et le tractage continue, à l'image du chanteur engagé, en roue libre.